Si on regarde un animal dans les yeux et on lui dit « Non mais ne t'inquiète pas, je vais juste abuser de toi mais de façon un peu plus douce ». Ça s'appelle trahir les animaux. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Jérémy Lopez. Aujourd'hui c'est une vidéo spéciale parce que j'ai reçu un super message audio d'une certaine Louise Allais qui me demande ce qui ne va pas chez L214, pourquoi ça serait pas bon finalement. Ce message fait suite à un commentaire que je lui ai laissé, que je vous montre ici. Donc en fait, elle a marqué ça, et moi j'ai répondu ça. Et donc suite à mon commentaire, elle m'a envoyé donc cet audio, et je lui ai proposé, pourquoi pas faire une vidéo où finalement ma réponse, au lieu de la faire que à toi, je pourrais la donner à d'autres personnes. Parce que la question que se pose Louise Allais est une question que se pose tout le monde. On va écouter l'audio de Louise Allais. C'est parti. Oui, bonjour Jérémy. Je prends quelques instants pour te poser une question ici. Récemment, tu as laissé un commentaire sur une publication que j'avais mise sur ma page Facebook à l'effet que nous ne voulons pas l'amélioration des conditions de détention des animaux, mais leur libération totale. Et puis, oui, évidemment, c'est ce que je souhaite du plus profond de mon cœur. J'ai vu le commentaire que tu as laissé, puis je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain point. Oui, sur le fond, je suis d'accord à 2000% à l'effet que c'est pas l'amélioration de leurs conditions de détention sur lesquelles il faut s'enligner, là, comme souvent le fait L214, PETA, etc. Je suis d'accord, évidemment, avec ça. Par contre, là où je suis toujours interrogative, puis d'ailleurs, c'est pour ça que je t'envoie ce message aujourd'hui pour avoir ton son de cloche par rapport à ça, pour savoir qu'est-ce que tu aurais à me dire. C'est que il faut quand même être réaliste. C'est pas pour demain que la planète entière va être 100% végane, comme nous, on l'est. Évidemment, c'est ce que je souhaiterais le plus au monde. D'ailleurs, sans aucune hésitation, je donnerais ma vie là, aujourd'hui même, pour que ce rêve se réalise. Mais il faut être objectif. C'est pas pour demain. Je me souviens pas c'est quoi le pourcentage de véganes, mais il est très peu élevé. C'est sûr qu'on gagne des gens à chaque jour qui passe. Il y a de nouvelles personnes qui deviennent véganes, mais avant que tout le monde le soit, il faut être juste et honnête. C'est pas pour demain. Alors, quelles sont tes façons d'envisager tout ça, toi? Est-ce que tu penses que ça progresse vraiment rapidement? Y a-t-il de l'espoir? Comment faire pour faire en sorte que cela arrive le plus rapidement possible, entre guillemets? Je dis bien possible, entre guillemets, parce que c'est pas gagné, évidemment. Comment s'y prendre? Bref, je serais curieuse d'avoir ton opinion là-dessus, de t'entendre parler sur ce sujet en privé ici avec moi. Si tu en as le temps et que tu es intéressé à le faire, je serais curieuse de t'entendre. J'aimerais beaucoup ça, en fait. Alors, merci beaucoup. Merci pour tout ce que tu fais. Respect à toi. Puis, peut-être à bientôt. Allez, bonne journée. Voilà donc message adorable de Louise Allais. Et donc ma réponse à ça, c'est que je vais d'abord essayer d'expliquer pourquoi l'argumentaire de dire il faut être réaliste, il ne tient pas. Et qu'est-ce qu'on peut faire? Quelle est la solution derrière? C'est très important qu'on ait une solution. Donc, déjà dans un premier temps, pourquoi ça ne tient pas? Pourquoi l'idée de dire il faut être réaliste, le monde ne va pas devenir vegan du jour au lendemain? Donc du coup, s'il ne va pas devenir vegan du jour au lendemain, si on peut essayer déjà de soulager un peu la souffrance des animaux, eh ben, c'est déjà quelque chose de moins pire. Pour répondre à cette question, il faut analyser deux choses.
Un, l'effet qu'on produit, et deux, le message de justice en tant que tel. Déjà, le message de justice en tant que tel. Est-ce qu'il est légitime de promouvoir d'autres façons d'exploiter les animaux du moment que cette façon est moins pire? Ce qu'il faut bien se rendre compte, c'est que quand on veut réduire la souffrance des animaux, c'est un gentil mot, c'est une gentille expression pour dire changer la manière d'exploiter, pour la rendre d'une façon particulièrement violente à une façon moins particulièrement violente. Donc ça veut dire quoi dans les faits? Ça veut dire changer la manière d'exploiter les animaux. Si on change la manière d'exploiter les animaux et qu'on propose une manière plus douce d'exploiter les animaux, même si c'est en attendant, on promeut quand même une manière plus douce d'exploiter les animaux. Que ça soit en attendant, que ça soit par stratégie, on promeut une manière plus douce d'exploiter les animaux. Est-ce qu'on est légitime? Est-ce qu'on a la légitimité morale? Est-ce que c'est éthique de promouvoir une autre façon d'exploiter les animaux? Mais la question qu'il faut que vous vous posiez, c'est qu'est-ce que veut le véganisme? Est-ce que le véganisme veut réduire la souffrance des animaux ou est-ce qu'il veut libérer les animaux? Tant qu'on est dans une réduction de la souffrance, on est dans modifier l'exploitation pour la rendre plus douce, entre guillemets. Et si on est dans modifier l'exploitation pour la rendre plus douce, ce qui se passe, c'est que le message qu'on envoie aux gens, c'est un message welfariste. C'est-à-dire, on n'est pas en train de dire aux gens, on veut plus qu'il y ait d'exploitation, on est en train de dire, on va faire en sorte que l'exploitation des animaux soit moins pire, entre guillemets. Donc, est-ce qu'on a le droit de faire ça? Il faut se poser la question. Si le véganisme, c'est un principe de libération des animaux, si on comprend que toute forme d'exploitation est injuste, est-ce qu'on a le droit de promouvoir une injustice, même si elle est faite d'une manière plus douce, entre guillemets? Est-ce qu'on aurait le droit, par exemple, de promouvoir une façon plus douce d'abuser d'enfants, par exemple? Est-ce qu'on pourrait promouvoir une façon plus douce de mettre en esclavage des humains? Moralement, si on condamne ces actes-là, est-ce qu'on peut promouvoir une façon plus douce de les faire, même par stratégie? La réponse, pour moi, elle est claire. C'est que non, on ne peut pas promouvoir une façon plus douce d'exploiter, d'abuser, de mettre en esclavage et de découper en morceaux des individus. Puisqu'on comprend que le mal, c'est pas comment ça se fait, mais c'est le fait même que ça se fait. Donc, moralement, on ne peut pas promouvoir une façon plus douce de les faire, parce que si on promeut ça, alors on n'est pas contre. Parce que promouvoir une façon plus douce, il faut bien comprendre que c'est accepter, même implicitement, cette injustice. Donc déjà, il faut bien comprendre qu'on enfreint une faute morale en promouvant une façon plus douce, même par stratégique, même si ça marcherait, et on va voir que ça ne marche pas après, mais même si ça marcherait, on ne peut pas moralement promouvoir une injustice. Ça, c'est le premier point. On ne peut pas promouvoir une injustice, même de manière douce, parce que le problème n'est pas la souffrance, c'est le fait même de traiter un individu comme un moyen pour une fin. C'est ça le problème. C'est le fait de violer la liberté. C'est pas que le fait de porter atteinte à l'intégrité physique et de faire souffrir, c'est surtout le fait de violer la liberté. Et on peut violer la liberté sans souffrance. On pourrait injecter des anesthésiants qui fassent en sorte que les animaux ne ressentent plus de douleur. Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait à dire en tant que défenseur des animaux? Puisque ça y est, on a fait notre part, les exploiteurs diraient on a fait notre part, donc venez plus nous chercher des noises maintenant, parce qu'on a fait notre part. On exploite les animaux sans souffrance. Donc ça, c'est la première chose. Moralement, on ne peut pas promouvoir une forme plus douce d'exploitation et de meurtre des animaux parce que l'injustice ne se réforme pas. L'injustice, elle se rejette en bloc. La deuxième chose, c'est est-ce que ça marche? Est-ce que le fait de promouvoir une exploitation plus douce, c'est-à-dire est-ce que le fait d'être welfariste, le welfarisme, je rappelle, c'est l'idée qu'on ne veut pas rejeter l'exploitation, mais qu'on veut rejeter la souffrance durant l'exploitation pour que les animaux souffrent moins durant leur massacre.
C'est ça le welfarisme. Donc, est-ce que le welfarisme mène au véganisme ? Est-ce que si aujourd'hui on promeut des mesures welfaristes, on va arriver demain à du véganisme ? Et la réponse est regardez autour de vous, étudiez l'histoire et regardez qu'est-ce qui se passe quand on propose aux gens de modifier l'exploitation pour la rendre plus douce. On a fait ça avec l'esclavage transatlantique. On a fait ça avec les animaux depuis 10 000 ans. Ça fait 10 000 ans depuis qu'on a commencé à exploiter les animaux, qu'on cherche à exploiter les animaux, mais d'une façon, si possible, qui les fasse pas trop de souffrir. Parce que la souffrance, on comprend tous que c'est... on comprend tous instinctivement, on n'a pas envie de faire souffrir les animaux. Vous voyez ? Même dans des textes religieux très anciens, on voit des mentions de condamnation de la souffrance inutile. Il est condamnable de faire souffrir inutilement les animaux. Ça, on le retrouve dans des textes religieux anciens des religions monothéistes. Donc, l'idéologie welfariste, on l'a depuis 10 000 ans. Et ça fait 200 ans, depuis la création de la première association welfariste au monde, la RSCPA, en Angleterre, en 1824, qu'on a des mesures claires pour voir que propager le welfarisme ne mène pas au véganisme. Alors comment on le sait ça ? Comment on le sait ? C'est simple. Si propager le welfarisme, diffuser le welfarisme, changer la manière d'exploiter les animaux, ça abolissait leur exploitation, il y aurait au moins un endroit au monde, après plus de 10 000 ans de pensée welfariste et plus de 200 ans d'activisme actif, il y aurait au moins un endroit au monde où l'exploitation des animaux serait abolie. Mais cet endroit n'existe pas. Cet endroit n'existe pas pour une raison très simple, logique. Logiquement, c'est très simple. Philosophiquement et logiquement, c'est très simple. Pourquoi ça n'est pas possible ? Et tout simplement parce que le welfarisme, l'idée de réduire la souffrance des animaux, le fait de faire en sorte que les animaux soient dans des cages plus grandes, soient étourdis avant d'être égorgés, ça accepte l'idée qu'on peut utiliser les animaux si c'est fait d'une bonne façon. Ça ne remet pas en question le droit d'exploiter. Or, si on ne remet pas en question le droit d'exploiter, les gens vont toujours considérer que l'exploitation des animaux est normale du moment qu'elle est faite humainement. Et si c'est les défenseurs des animaux eux-mêmes qui disent aux gens « faisons en sorte d'agrandir les cages, faisons en sorte d'étourdir les animaux avant qu'ils soient exploités », on ne remet pas en question ce droit d'exploiter. On ne permet pas aux gens de comprendre que l'exploitation en elle-même est injuste, qu'on n'a pas le droit d'utiliser les animaux et que cette idée de supériorité des humains sur les animaux, elle est infondée. Comment les gens pourraient-ils comprendre ça si on agrandit les cages et on étourdit les animaux avant de les égorger ? Ils ne peuvent pas comprendre ça. Ce qu'ils comprennent, c'est « Ah ben oui, vous avez raison, il ne faut pas faire souffrir les animaux. Donc, exploitons-les, mais sans souffrance. » Ça mène à ça, le welfarisme. De manière générale, il faut comprendre quelque chose de très simple. Si on promeut le welfarisme, on va vers le welfarisme. Si on promeut le véganisme, on va vers le véganisme. C'est mathématique. Si on promeut X, on va vers X. Si on promeut Y, on va vers Y. Il n'y a aucun monde dans lequel, si on promeut X, on va sur Y. Alors j'entends la critique de gens qui diraient « Écoute, moi, c'est L214 qui m'a fait changer et c'est grâce à leurs vidéos que j'ai pu changer. » Et ça, je ne le remets pas en question. Ce que je dis à cette critique, c'est que ce n'est pas le message d'L214 qui t'a fait changer. C'est la vidéo qui t'a provoqué des émotions puissantes et qui a provoqué chez toi une empathie qui était perdue depuis ton enfance. Et
Et cette empathie a fait exploser la barrière du spécisme qui te faisait croire que les animaux étaient des outils pour nous servir. Et cette visualisation directe de l'horreur et du cauchemar a détruit ce conditionnement et t'a permis de te dire « Je ne vais plus participer à ça maintenant parce que je ne suis pas un oppresseur et parce que je trouve ça intolérable. » Donc, quand on dit « la réalité, c'est que c'est pas pour demain », eh ben, je répondrai que, bien entendu, que la réalité, c'est pas pour demain si on promeut le welfarisme. Et jusqu'à présent, dans l'histoire de l'activisme pour les animaux, on a toujours promu le welfarisme ou une forme masquée du welfarisme, ce qu'on appelle le néo-welfarisme. On pourra en parler dans une autre vidéo, c'est Gary Francione qui a inventé le terme. Donc on a toujours en fait eu un activisme de manière globale sur la planète, nous les humains, les gens qui se soucient des animaux, on a toujours eu un activisme welfariste. Donc c'est pour ça que le monde ne devient pas vegan, parce que les défenseurs eux-mêmes des animaux promeuvent une autre façon d'exploiter les animaux, une façon douce, en attendant. C'est une prophétie auto-réalisatrice. Une prophétie auto-réalisatrice. On se dit que les animaux souffrent et qu'on ne peut pas faire grand-chose pour les libérer. Donc on se dit, alors au moins soulageons la souffrance. Sauf que soulager la souffrance, ça mène vers une légitimisation de l'exploitation, et les animaux sont exploités de manière encore plus durable. Et comme ils sont exploités de manière encore plus durable, on va se dire « Oh là là, mais c'est horrible, on ne peut pas arrêter ça. » Donc, soulageons les animaux. Et on soulage les animaux. Et donc, du coup, les gens qui ne sont pas véganes se disent « Ah ouais, c'est horrible quand ils souffrent, donc je vais consommer des produits plus humains. » Et donc, hop, on stabilise et on renforce le droit d'exploiter du moment que les produits sont humains. C'est un cercle vicieux, c'est un serpent qui se mord la queue, c'est une prophétie autoréalisatrice absolument monstrueuse. Je dis souvent qu'il y a 2 chocs dans la vie d'un vegan. Le premier choc, c'est de comprendre l'horreur que vivent les animaux et de se dire « je ne participerai plus jamais de ma vie à ça ». Le deuxième choc, c'est de comprendre l'horreur des associations welfaristes et néo-welfaristes qui vont être acteurs de l'oppression des animaux et qui vont trahir les animaux en proposant des cages plus grandes et en proposant d'étourdir les animaux avant de les égorger. Voilà les 2 chocs de la vie d'un vegan. L'immense majorité des végans se sont arrêtés au premier choc et c'est déjà génial. Sauf que, quand on promeut des cages plus grandes et d'autres façons de tuer les animaux, avec l'étourdissement avant égorgement, eh ben, en fait, on promeut une exploitation des animaux douces et on se transforme en oppresseur des animaux. Quand bien même dans sa pratique, on est vegan. Donc, on est face là au plus grand désastre éthique de tous les temps, où les défenseurs des animaux, les défenseur des victimes, vont ajouter un autre désastre éthique. Les personnes sont de bonne intention. Les personnes veulent bien faire. Ils sont sincèrement animés d'un désir de bien faire. Donc, encore une fois, mon discours de critique ne se situe pas au niveau du jugement des personnes. Moi, les personnes, je le répéterai et je le répéterai toujours. Je l'ai dit, je le redis. Je n'ai rien contre personne. J'adore tout le monde. J'adore tout le monde. Je n'ai rien contre les gens. Par contre, j'ai contre l'idée d'une exploitation douce. J'ai contre l'idée de trahir des victimes. Ça s'appelle trahir les animaux. Si on regarde un animal dans les yeux et on lui dit « Non mais ne t'inquiète pas, je vais juste abuser de toi mais de façon un peu plus douce. Ne t'inquiète pas, c'est pour la libération de tes frères et sœurs, plus tard dans le futur. » Ça s'appelle trahir les animaux. Et la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous voulez trahir les animaux ? Ou est-ce que vous voulez libérer les animaux ? Ça fait 10 000 ans qu'ils sont esclaves. Ça suffit. Il faut promouvoir le véganisme. Et donc, on en vient à la solution maintenant.
Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on a dit ça? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. C'est très simple. Qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on promeut le véganisme. Comment? Par une éducation végane. Comment? En étant pédagogique, bienveillant et ferme. Pédagogique, on explique les choses comme si c'était la première fois qu'on l'expliquait. Moi j'aime bien la phrase, je crois que c'est Michel Tournier, l'écrivain, qui a dit ça. Si tu n'es pas capable de l'expliquer à un enfant de 6 ans, tu ne l'as pas compris toi-même. Non, c'est Albert Einstein, il me semble. Donc on est pédagogique. 2, on est bienveillant. Les gens ne sont pas mauvais en eux-mêmes. Les gens ne sont que endoctrinés par cette éducation spéciste qui a fermé notre cœur depuis notre enfance. Donc le but, c'est de les aider à se libérer de cette pierre qu'on a mise sur leur cœur pour qu'ils brillent à nouveau. 3e point, je fais pas ça parce que là ça veut dire autre chose, c'est qu'on est ferme. Quand je dis on est ferme, c'est que on est sans compromis. Et ça, c'est ce qui nous manque. Sans compromis, ça veut dire qu'on ne trahit pas les animaux. Sans compromis, ça veut dire qu'on n'accepte aucune forme d'exploitation. Ça veut dire que même si on traitait bien les animaux, dans le sens où on ne les faisait pas souffrir, ça serait quand même injuste. Chien d'aveugle, c'est quand même injuste. On traite un individu comme un instrument pour une fin humaine. Donc même sans souffrance, ça serait injuste. Vous comprenez la logique? Par exemple, on fait se reproduire des chiens librement et on vend les chiots. Ça, c'est de l'exploitation. Pourtant, les chiots ne sont pas forcément souffrants. Et les 2 chiens qu'on leur rapporte, ils ne sont pas forcément souffrants. Vous voyez? Mais il y a de l'exploitation. Donc c'est pour citer 2 exemples, par exemple, où il n'y a pas forcément de souffrance, mais il y a de l'exploitation. On va utiliser des individus comme des moyens pour des fins. C'est la définition même de l'utilisation. On utilise les animaux, on les utilise. Et on ne veut pas les utiliser. C'est ça le véganisme, on ne veut pas les utiliser. Donc, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on promeut une éducation végane qui soit pédagogique, bienveillante et ferme. Et à quelle vitesse on peut changer le monde avec une éducation végane qui soit pédagogique, bienveillante et ferme? On peut le changer de manière très rapide, je vais vous donner un chiffre, on peut le changer en un peu plus de 20 ans. C'est théorique bien sûr, mais il n'y a pas de raison pour que dans la pratique ça ne marche pas. Je vais vous expliquer pourquoi. C'est ce qu'on appelle le principe d'éducation exponentielle. C'est moi qui ai appelé ça comme ça, mais Gary Francione l'avait déjà pensé. Donc ce principe c'est quoi? C'est de doubler le nombre de véganes chaque année. Comment on fait pour doubler le nombre de véganes chaque année? C'est très simple. Moi, je suis végane. Je vais convaincre en 1 an un végane. C'est pas la mer à boire. En 1 an, un végane. La personne que j'ai convaincue convainc une autre personne aussi, parce que je l'ai bien convaincu. Je lui ai fait comprendre que c'était urgent, que c'était un drame, que c'était notre responsabilité. Et donc la personne, elle va devenir non seulement végane, mais elle va devenir un éducateur végane. Et la personne que j'ai convaincue va convaincre une autre personne après. Et la personne que cette personne a convaincue va convaincre une autre personne après. Donc en fait, on est dans un cercle vertueux où chaque personne qu'on convainc va créer à son tour un autre végane en 1 an. Ça, c'est un minimum, c'est un chiffre minimum, d'accord? Qu'est-ce qui se passe si moi je convainc une personne qui elle-même convainc une autre personne, qui elle-même convainc une autre personne, et qu'on reproduit ce processus chaque année? En un peu plus de 20 ans, le monde devient vegan. Si on part par exemple d'une base de 1000 véganes, vous calculez, c'est très simple. 1000, première année, on est 1000 véganes. Donc on va dire c'est l'année 0. L'année 1, on est 2000 véganes. L'année 2, on est 4000 véganes. L'année 3, on est 8000 véganes. L'année 4, on est 16 000 véganes. L'année 5, on est 32 000. Si vous continuez comme ça, vous allez voir que c'est exponentiel. Au début, ça augmente doucement. Et puis d'un coup, ça devient vertical quasiment. Il y a un moment où on passe de 8 milliards à 16 milliards. Et c'est l'année 24. Voilà. Donc ça, c'est le principe d'éducation exponentielle que j'explique dans mon livre Guide de l'activisme vegan.
et dont la deuxième édition va sortir prochainement, qui est beaucoup plus complète que la première. Vraiment rien à voir, il y a plus de 600 pages en plus. Donc voilà comment on fait pour créer un monde vegan. Éducation végane, pédagogique, bienveillante et ferme. Et dans la pratique, il suffit de convaincre une seule personne en 1 an de devenir végane et que cette personne fasse la même chose et de reproduire ça chaque année. Et là, on crée un monde vegan en une vingtaine d'années. Voilà la solution pour créer un monde vegan. On n'a pas besoin de trahir les animaux. Et sachez que si on promeut le welfarisme, si on se dit oui mais en réalité ça n'avance pas et tout ça, ben, c'est parce qu'en fait on ne promeut pas le véganisme que ça n'avance pas. C'est parce qu'il n'y a jamais eu de mouvement vegan. Alors il y a Anonymous for the Voiceless qui est aujourd'hui la première organisation mondiale de l'histoire à promouvoir le véganisme d'une façon ferme, bienveillante. Bon, on peut en discuter. Même ce point, on peut en discuter. En tout cas, il le déploie de manière sans compromis et ça, je leur en serai toujours reconnaissant. Donc là, on a vraiment la visibilité sur une association qui a commencé à faire ça, d'accord, à une échelle globale pour la première fois dans l'histoire. Mais voilà, c'est la marche à suivre. Et il faut rajouter le côté vraiment pédagogique pour moi, mais vraiment pédagogique et vraiment bienveillant. Pour moi, c'est 2 choses très importantes. Après, on peut discuter, tout ça, il n'y a pas de problème. Pour moi, c'est des points qui sont essentiels. En tout cas, la fermeté, ils l'ont. Le sans compromis, ils l'ont. Et ça, c'est extrêmement important. Donc, pour moi, c'est le fond et la forme. Il faut avoir le fond sans compromis et la forme bienveillant et pédagogique. Donc, aujourd'hui, on commence à l'avoir. Mais jusqu'à présent, on n'a jamais eu de mouvement vegan. On n'a jamais eu. Donc, il faut se réveiller. Il faut arrêter de trahir les animaux. Et comme ça, on va arriver à créer un monde vegan. Donc, quand on dit il faut être réaliste, c'est pas demain, donc du coup promouvons une autre façon d'exploiter les animaux, c'est injuste. On promouvrait jamais une façon plus douce d'abuser sexuellement des humains, donc c'est injuste, on n'a pas le droit de faire ça. 2, empiriquement, ça ne marche pas. On a assez de recul, on a 200 ans, d'accord? Ça ne fonctionne pas. 3, on connaît la solution, on l'a. L'éducation végane, ferme, pédagogique et bienveillante. Et avec le principe d'éducation exponentielle, on peut créer un monde vegan en un peu plus de 20 ans. C'était Jérémy Lopez, j'espère que cette vidéo a servi, a pu être utile. Si vous avez des questions, je serai enchanté de les répondre. Je vous dis à très bientôt, les animaux ont besoin de vous et vous pouvez faire une différence pour eux. Bye.